bienvenue à la ressourcerie de l'écrivain. À l'origine, cette vidéo, je voulais la faire autrement. Parce que je ne sais pas si vous fréquentez pas mal YouTube, mais il y a un concept de vidéo que je trouve assez intéressant à regarder. Ce sont des youtubeurs ou youtubeuses qui vont lire des critiques négatives de livres qu'ils ont adorés, de manière un peu à confronter les arguments, etc. Souvent à grands coups de mauvaise foi, c'est assez rigolo. Et moi j'avais l'envie de faire l'inverse, c'est-à-dire de lire des critiques positives de livres que je n'ai pas aimés ou auxquels je n'ai pas adhéré. Mais il y a l'appel de la flemme, donc je vais juste vous faire un petit listing de livres que j'ai lus récemment ou pas d'ailleurs, que j'ai pas aimé pour différentes raisons, et en vous faisant un petit résumé comme ça au passage. Alors on va commencer par un livre que j'ai tenté parce que moi je suis quelqu'un de curieux, et alors je sais pas si vous avez vu, ces temps-ci ça parle quand même pas mal de dark romance. La dark romance, c'est un sous-genre de la romance, donc où on va dire au minimum deux personnes de sexe opposé ou pas forcément, qui se rencontrent dans des circonstances généralement dramatiques. Enfin, du genre, il y a beaucoup d'histoires où il y a quelqu'un qui va être captif de l'autre, des choses de ce genre. Et ça, les Québécois ont un très bon terme pour définir la dark romance, c'est la romance interdite. Parce que ça peut flirter un petit peu, par exemple, avec l'inceste ou l'incestuel. Je pense notamment à... Il y a un film que j'ai vu qui était pas mal, franchement. Mince, c'est tiré d'un livre de Mercedes, je sais plus comment. Je vais vous retrouver, mais en gros là c'est demi-frères, non c'est même pas demi-frères, demi-sœurs, c'est des adolescents qui ne sont pas de la même famille, dont le père et la mère se mettent ensemble, c'est ce qui fait qu'ils deviennent frères et sœurs par alliance, et qui vont tomber amoureux avec un ennemi tout lover, etc. J'ai trouvé le film pas mal, franchement ça allait. Après là c'était du soft. Mais là, j'ai envie de vous parler de Captive de Sarah Rivens. Alors, je n'ai pas acheté le livre, je ne l'ai pas téléchargé non plus. Je suis allée tout bêtement sur Wattpad. Et alors, pitié, dites-moi que c'est quand même mieux écrit dans le bouquin. Je ne blâme pas Sarah Rivens, il me semble, quand elle a écrit Captive, qui est un roman qui est édité chez BMR, je crois bien. Il me semble qu'elle n'avait que 17 ans. Donc évidemment, à 17 ans, il n'y a pas forcément la maturité ou en termes d'écriture ou même d'orthographe, hein, de manière de tourner les phrases. Ça, c'est quelque chose qui s'acquiert un peu au fil du temps. Donc là, je vais être très indulgente à ce niveau-là. Mais en gros, l'univers des Captives, c'est qu'on se retrouve dans un monde de mafieux, plus ou moins. Je ne sais pas exactement ce qu'ils font, ça n'a pas l'air très clair, mais enfin, c'est des hommes qui sont dans un monde de délinquance et qui ont des captives, qui sont quand même plus ou moins leurs esclaves sexuels, et qui peut servir également d'espions. Parce qu'ils peuvent se prêter leurs captives ou leur filer des missions pour qu'ils aillent espionner d'autres familles. Bon, j'ai pas tout capté. Je dois vous avouer que je suis pas la meilleure placée pour parler de captives parce que je n'ai lu que, je crois, les 3 ou 4 premiers chapitres sur Wattpad et ça m'a largement suffi. Donc je comprends pas du tout comment le bouquin a pu être... j'espère vraiment que la maison d'édition a au moins fait un gros coup de nettoyage en termes d'écrit, parce que là ça pique les yeux, hein. Là, sans taper sur Sarah Rivens, qui, je rappelle, était très jeune et dont c'était le premier livre ou une des premières histoires qu'elle racontait. Et si vous voulez, on suit l'histoire d'une nana qui est captive d'un mafieux qui, je ne sais plus pourquoi exactement, va la refiler à un autre qui n'en veut pas parce qu'il a un passé sombre et douloureux, évidemment. Et c'est hyper vulgaire. J'ai l'impression que le peu que j'ai lu, les personnages, ils ont 2 de QI. Les dialogues... Enfin, imaginez la fanfiction dans ce que vous avez pu lire de pire.
Et bref, je vais pas pouvoir beaucoup plus m'étendre dessus parce que je l'ai abandonné et je vais certainement pas le recommencer et je suis pas sûre du tout que je relirai du Sarah Rivens. Mais bon, après c'est juste, je pense pas que c'est une notion de c'est pas pour moi, parce que je peux tout à fait lire des choses qui sont dans des milieux difficiles et compagnie, enfin je peux lire des choses qui sont difficiles, mais il y a une espèce de romantisation d'actes sexuels sans consentement. Au secours quoi. Alors je vais vous faire, enfin bon, il a carrément pas besoin de moi pour avoir de pub, mais je vais vous mettre le lien vers le compte Instagram, TikTok et compagnie de Enzo Reads, qui fait aussi une newsletter et qui a un tout nouveau podcast. Donc si vous voulez aller voir son compte Insta ou TikTok, il est très drôle. Il est vraiment très drôle. On va passer ensuite à là je suis plus légitime. Je suis mieux dans mes bottes pour en parler. After de Anna Todd. After, c'est une série de 5 livres. C'est des romances entre 2 étudiants, puis de jeunes adultes, etc., qui entrent dans la vie active. Il me semble comme elle a bien gagné Anna Todd avec la série After, il y a forcément des before et il y a des spin-offs aussi sur le beau-frère. Et c'est quoi comme histoire ? After, on a Tessa, qui est une jeune provinciale très studieuse avec une maman très contrôlante, qui va dans la grande fac, je ne sais plus exactement, peut-être à Washington. Et en gros, c'est la première de la classe, qui a déjà un petit copain qui est chiant à mourir, mais très gentil, avec une mère qui veut sûrement le bien de sa fille, mais qui est archi contrôlante, mais trop quoi, hyper invasive, oui, je voulais pas dire invasive, mais c'est complètement ça, quoi. C'est comme la plante invasive, là, les lentilles d'eau. Et cette pauvre petite cocotte, donc, elle va à la fac chez les grands, et comme son petit copain avec qui elle fait des bisous et elle fait des crêpes est un peu plus jeune, il a 1 an de moins, lui il reste au lycée, en high school, alors qu'elle va à la fac. Et déjà à la fac, au secours, sa coloc, parce qu'ils sont dans une espèce de CTU, mais avec des chambres partagées. Sa coloc, elle a les cheveux rouges, elle est habillée très court, elle est tatouée, elle est percée et elle est vulgaire. Donc maman pète un plomb. Et veut changer Tessa de chambre. Bon, Tessa calme un peu le jeu et bon, elle va devenir quand même plus ou moins copine avec Stéphanie. Sauf que à un moment, là, Tessa qui est très naïve, très innocente, c'est du genre à... Vous voyez, si elle s'habille avec une petite robe un peu décolletée, elle va mettre un t-shirt en dessous, comme on fait avec les petits enfants. Donc, vous voyez un peu le genre. Et un jour, elle revient de la douche et il y a un mec sur le lit de Steph. Mon Dieu, qui veut même pas se retourner alors qu'elle doit s'habiller. Et lui, c'est juste un gars qui est complètement imbuvable et qui s'appelle Hardin. Et ce gars-là, en fait, elle va... Donc évidemment, ils se prennent le bec assez rapidement parce que Tessa, elle n'a pas non plus sa langue dans sa poche. Et... Bon, je vais vous spoiler comme une connasse parce que c'est tellement pourri comme histoire. Non, là, c'est pas si pourri que ça, ce truc-là. On est quand même chez des étudiants qui sont en première année, donc des jeunes qui sont très jeunes et qui ont acquis un petit peu d'indépendance très récemment. Et si vous voulez, Tessa, avec son petit côté Miss Parfaite et compagnie, elle est un peu dans le collimateur de tout le groupe de copains. Elle n'a pas de copains, hein. Elle n'a pas d'amis. Elle a sa maman et elle a son petit copain Noah qui est chiant comme la pluie mais très gentil. Et comme elle fait un petit peu Miss Parfaite, un petit peu prétentieuse, un peu à juger tout le monde parce que c'est une grosse connasse jugeante, il y a, au cours d'une soirée où elle s'est plus ou moins fait entraîner, où elle était chiante en fait, il y a un groupe de potes qui lance le pari à Hardin, qu'il accepte, qu'Hardin en fait il couche avec elle. Donc on frôle gentiment le harcèlement scolaire quand même, hein. Non, enfin on a les 2 pieds dedans là et on plonge dedans. Et si vous voulez, en partant de cette idée-là, le couple va se former de manière un peu forcée
du côté d'Ardine, mais qui à force de fréquenter Tessa se rend compte que en fait, elle n'est pas que l'image qu'elle représente. Et Tessa de son côté aussi se rend compte que Ardine n'est pas que le connard prétentieux, vulgaire, qui couche un peu avec tout le monde, qu'il représente. Et si vous voulez là-dessus, c'est pas trop mal. Mais alors, qu'est-ce que c'est chiant? Pourquoi? Parce que Ardine et Tessa passent leur temps à s'engueuler. Et une fois qu'on s'est engueulé, on se réconcilie sur l'oreiller, évidemment. Et les personnages sont archi caricaturaux. J'ai l'impression que c'est plus Tessa et Ardine qui sont développés que les autres. Alors, de base aussi, c'était une fanfiction sur les One Direction. Ardine étant inspirée d'Harry Styles et d'un autre, je crois. Il y a un autre personnage qui s'appelle Z, qui est un gros con aussi, qui doit être inspiré de Zayn, des One Direction. Je sais plus. Et si vous voulez, le truc qui est ultra répétitif, c'est qu'ils sont tout le temps dans ce schéma. Une fois qu'ils sont mis en couple, une fois qu'il la reconquiert et qu'il se fait pardonner quand elle apprend qu'elle a fait l'objet d'un pari, de ce pari-là en plus. Et ils sont tout le temps dans ce cycle. Et Ardine, si vous voulez, c'est un gars qui a des sacrés traumatismes quand même. Donc, qui a... Tessa aussi, hein. Tessa au niveau familial, c'est pas brillant, mais Ardine, il est traumatisé, clairement. C'est un enfant qui a été traumatisé et c'est un adolescent et jeune adulte qui traîne tout ça derrière lui. Et si vous voulez, l'exploitation un peu psychologique de tout ça, ils essayent de... Enfin, Anatole, elle a essayé de romantiser le fait que lui, il pète régulièrement des plombs, mais il a tout à fait raison... Enfin, il a des raisons de péter des plombs parce qu'il n'est pas stable sur le plan psy, parce qu'il n'arrive pas à gérer toutes ses émotions et c'est complètement normal. Mais c'est un couple que je trouve insupportable, parce qu'elle, déjà, elle est... mais c'est une connasse jugeante. C'est une fille qui a très peu vécu et qui se permet de juger tout le monde. Et elle est insupportable. Est-ce que les tatoués savent lire? Est-ce qu'il y a parmi vous des personnes, parmi mon audimat, mon audience, est-ce qu'il y a des personnes tatouées? Et si oui, est-ce que vous savez lire? Donc c'est une grande question que se pose Tessa dans After de Anatole. Vous voyez, c'est un côté très immature et ça m'a rapidement gonflé parce que je pense que même quand j'étais ado, quand j'étais au collège, j'étais plus maligne que ça, quoi. Pour After de Anatole, j'ai calé dans le coup à peu près premier tiers ou première moitié du troisième volume parce que ils sont tout le temps dans les mêmes schémas. Pour moi, c'est insupportable. Et si je devais écrire sur spécifiquement les personnages de Tessa et de Ardine, je les mettrais pas ensemble. Parce que pour moi, c'est pas une relation qui peut durer. Et pour moi, l'un comme l'autre mérite mieux que l'autre. Parce que Ardine, c'est pas un connard. Enfin, pour moi, c'est pas un connard, mais moi, je suis une brave fille. On passe ensuite au livre qui n'était pas pour moi. Je suis pas rentrée dedans, ou j'ai pas compris, ou c'était trop perché, ou c'était trop plein de références. On commence d'abord par, ça va peut-être vous étonner, mais Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll. Je l'ai lu il y a peut-être 2 ans, l'été. Je me souviens, j'avais lu sur Kindle sur mon téléphone, je crois qu'il n'est pas très long comme bouquin. Je connaissais vaguement le dessin animé Disney, mais sans trop m'en souvenir. J'ai pas trop regardé le Tim Burton parce que il m'attirait pas plus que ça. Et je me suis dit, allez, tiens, pourquoi pas, ça va être une lecture légère, etc. Donc on a au début Alice, qui est une petite fille de, je sais pas, 8-9 ans, un truc comme ça, qui est dans le jardin ou dans le parc à côté de sa sœur, qui s'ennuie. Et elle rencontre un lapin blanc qui, il me semble, a déjà une montre à gousset, qui dit qu'il est en retard, et il saute dans un terrier, et Alice le suit. Là-dessus, elle rentre au pays des merveilles, donc un pays qui est fabuleux, vraiment au sens de pays un peu féerique, où les règles de ce pays-là ne correspondent pas aux règles de notre monde. Et c'est peut-être une ouverture un peu comme ça à la fantaisie ou au merveilleux. Et pourtant, je ne suis pas rentrée dedans, mais du tout. Je ne sais pas si c'est parce qu'il y a peut-être des références aussi de l'époque qui m'ont échappé.
mais j'ai trouvé ça gonflant en fait. Et j'ai pas eu. Il y a quelques petits moments qui m'ont un peu amusée, mais vraiment sans plus. J'ai pas le souvenir d'avoir été particulièrement transportée non plus par le, par le style de Lewis Carroll. Puis j'avais creusé un petit peu, enfin j'avais creusé. J'ai lu l'article Wikipédia sur Lewis Carroll et son rapport aux petites filles qui laisse sous-entendre des choses. Enfin, ça m'a un peu foutu mal à l'aise. Du coup, j'ai eu un peu de mal. Non, c'est très particulier. Deux livres plus récents que j'ai lus sur la chaîne, c'est Gargantua de Rabelais et il y a aussi La peau de chagrin de Balzac. Pour Gargantua de Rabelais, c'est le séquel, il me semble bien, de Pantagruel, ou le préquel, au début. Oui, c'est le séquel parce que Gargantua, c'est le fils de Pantagruel. On est en France, au royaume de France, dans une époque, on va dire, un peu médiévale, alors que c'est un livre qui a été écrit plutôt Renaissance, il me semble, et on suit l'histoire de Gargantua, qui est le fils d'un géant et un géant lui-même, et qui, de sa naissance jusqu'à son apprentissage, la manière dont il s'instruit, qu'il va participer aussi à des guerres, etc. Je l'ai évidemment lu en français moderne et pas du tout en vieux français parce que j'aurais pas compris. Parce que j'ai jamais étudié de vieux français où ça remonte à trop longtemps. Et là, pareil, je suis pas rentrée dedans du tout. Alors, je pense que le côté très pipi, caca, prout, bite, cul, etc., ça m'a très rapidement gonflé. Et là, je pense qu'il y a à la fois le côté, enfin le niveau de langage en fait qui m'a gonflé, le côté un peu absurde, qui tend vers l'absurde, où en fait, je peux avoir du mal à accrocher à un livre dont je ne comprends pas le sens. Et Gargantua, et comme Alice au Pays des Merveilles, on est là-dedans où le sens m'échappait. J'essayais de trouver un sens, pas forcément rationnel, parce que par exemple dans des univers comme chez Neil Gaiman, moi vous me jetez là-dedans, mais je pourrais lire tous ces bouquins dans la journée, quoi. Mais là, pas du tout. Et j'ai bien compris que c'était une critique de la société de l'époque, une critique de la manière dont on instruisait les enfants, des guerres et compagnie, de l'église. Enfin là, il y a un peu tout le monde qui en prend pour son grade. Et je me demande est-ce que maintenant, là, je suis en train de préparer la vidéo clé de lecture sur Gargantua pour expliquer un peu tout ça, tout ce qui m'a échappé, parce que je fais quelques petites recherches dessus, mais c'est plus une vidéo pour avoir quelques éléments en tête avant de lire Gargantua, plutôt qu'une étude de texte, en gros. Et vraiment, Gargantua, ça m'a complètement échappé. Et pas que à cause du niveau de langage. Il y a plein de références qui m'ont échappé aussi parce que ça remonte un peu. Enfin, ça remonte, c'est une époque historique que je maîtrise pas très bien. Et je pense que le côté très pipi caca prout, il a été peut-être mis en place par Rabelais pour se protéger aussi au niveau des critiques, etc. Et on a un prologue qui dit bien, en gros, on est sur le registre humoristique. Mais moi, souvent, l'humour, ça passe moyen, parce que si ça ne correspond pas à mon humour, ça passe pas. Et Gargantua, c'était pas du tout passé. On va passer ensuite à La peau de chagrin de Balzac, que j'ai lu comme Gargantua pour Passe ton bac en 2024. Alors, La peau de chagrin de Balzac, j'ai mieux apprécié au niveau du style. Je vais vous faire un petit résumé déjà. On suit un noble, je crois qu'il est comte, qui s'appelle Raphaël de Valentin. C'est un noble désargenté, il a hérité du titre, il a hérité des terres, mais il n'a pas un rond. Et comme il n'a pas un rond, faut bien qu'il survive, le petit chat. Et c'est une critique aussi un peu de toute l'époque des dandys, enfin des gens de la haute comme ça qui se recevaient les uns et les autres, faisaient des grosses fêtes, un côté très décadent en fait de cette noblesse là.
une noblesse, je crois en plus, à confirmer ce que j'ai déjà oublié, mais la peau de chagrin, on glisse en fait de la fin du royalisme en France au début de l'impérialisme avec Napoléon. Je crois qu'on est en 1810-15 par là. Si, je me gourre peut-être, hein. Et Raphaël de Valentin, il fait partie de ces gars-là qui, comme lui, ils font la fête, ils savent pas trop ce qu'ils font de leur vie. Et un jour, ils rencontrent, un peu par paresse, alors qu'il était pas loin de se foutre dans la Seine, il va rencontrer un antiquaire qui va comprendre que cet homme-là est désespéré et lui présenter la peau de chagrin, qui est un espèce de talisman où il y a plein de trucs écrits en hébreu dessus, un peu obscur, un peu alchimiste, vous voyez, trucs bizarres de l'époque, et qui lui dit, avec cette chose-là, tu peux émettre des vœux qui vont être... tu peux obtenir tout ce que tu veux, en gros. Mais il y a un prix à payer. Et si vous voulez, l'antiquaire, il me semble bien qu'il dit « Je connais le pouvoir de cet objet-là, je ne l'ai jamais utilisé. Je ne l'ai jamais utilisé pour moi parce que je sais qu'il y a un prix. » Et Raphaël, il va l'utiliser. Et du coup, il va être pété de thunes et compagnie. Il tombe amoureux d'une nana qui est tout aussi décadente que lui. Il va être malheureux. C'est pas un gars qui cultive vraiment bien son amour, hein. Enfin... il cultive pas bien le bonheur, c'est marqué tragédie sur son front. Et si vous voulez, il est obsédé par Fedora, qui est une espèce de courtisane d'origine russe, peut-être une veuve, je me souviens plus exactement. Il est obsédé par elle, jusqu'à ne pas voir en fait celle qu'il aime et qui est à côté de lui et qui est surtout beaucoup plus saine que Fedora. Et au moment en fait où il va acquérir ce bonheur, comme il a déjà formulé pas mal de vœux, comme il se dit, je crois qu'il y a un peu le côté méthode Coué entre guillemets, où il sait qu'il y a un prix à payer, il sait qu'il a entre guillemets déjà utilisé plusieurs fois la peau de chagrin et que ça va finir par le tuer. Et je pense que ça le rend malade aussi. Ça amplifie l'effet néfaste de la peau de chagrin sur sa santé. Et ça finit pas super bien. Et si vous voulez, ce qui m'a moyennement plu, c'est que c'est ultra référencié sur des trucs de l'époque, mais comme si aujourd'hui on parlait des bisbilles, enfin des trucs un peu qui paraissent dans Closer, mais aussi de trucs beaucoup plus grands et qu'on sera lu dans 200 ans. On a plus ces références-là. Ce qui fait que d'un côté, ça m'avait un peu gonflé parce qu'il y avait plein de choses qui m'échappaient. Et puis surtout, qu'est-ce qu'il est bavard, Balzac! Alors, c'est un auteur qui était payé à la ligne. C'était des livres qui étaient publiés sous forme de feuilleton. Donc, il fallait qu'il dure et qu'il dure, qu'il dure, qu'il dure. Ça doit vous dire quelque chose par rapport aux très grandes sagas. Coucou la roue du temps, je crois. Ou coucou, je pense aussi beaucoup de sagas d'urban fantasy qui se retrouvent avec des 20 volumes et compagnie. Et bref, la peau de chagrin, je pense que comme Gargantua, si j'avais lu le bouquin juste pour moi, j'aurais sans doute abandonné. Mais je suis pas mécontente de l'avoir lu. Mais ça me donne pas forcément envie de retourner lire Balzac non plus. Et Rabelais, je pense que je n'en lirai pas d'autres. On va passer ensuite au livre que je n'ai pas aimé, avec un classique enfance et une saga de romantaisie et un premier bouquin une première romance aussi. Bon, j'ai déjà tapé dessus, mais allez, ça fait du bien. On va commencer par Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas. Donc c'est si j'ai bien suivi au niveau de la manière dont ce livre a eu du succès, c'est qu'il a déjà eu du succès outre-Atlantique et dans les pays anglophones. Ça redescendait là depuis quelques années et les petites cocottes de BookTok les petites collégiennes ont redécouvert ça et boum, c'est reparti. Et à Cotard, si vous voulez, moi on se retrouve, je vais être rapide, hein.
On est dans un pays où quelques siècles auparavant, il y avait les fées. Donc c'est pas les petites fées clochettes, c'est des grandes fées qui ont notre taille, mais qui ont beaucoup plus de pouvoir, qui étaient en guerre contre les humains, qui étaient réduits en esclavage. Sauf qu'au bout d'un moment, les humains, en fait, ils s'en sont pris tellement plein la tronche que les fées ont dit, bon, on va peut-être arrêter un petit peu, on va faire un mur, puis comme on est gentil, on va aller de l'autre côté du mur et on va foutre la paix aux humains. Et si vous voulez, les humains, ils ont continué à vivre, mourir, revivre, etc. Au fil des générations. Ils savent que les fées existent encore, même si ça commence à ressembler plus à des légendes maintenant. Et ceux qui vivent en fait au sud du mur, ils sont dans une sacrée misère. On ne sait pas exactement pourquoi, je n'ai pas trop le souvenir. Et on a une famille où il y a un papa et 3 filles, la maman est décédée. Et la plus jeune, Fer, c'est celle qui s'occupe de tout. Parce que le papa était un commerçant qui a fait des mauvais placements, qui s'est fait péter les genoux quand il n'a pas pu rembourser ses frais. Et Fer, elle a 2 grandes sœurs qui ne servent pas à grand chose et qui ne sont pas du tout aidantes à part se plaindre et vouloir acheter des rubans. Donc Fer, elle participe au niveau de la chasse pour nourrir sa famille, aussi pour revendre des pots au village et compagnie. C'était une famille de petite bourgeoisie qui s'est très appauvrie. Et un jour, en fait, au cours d'une chasse, elle repère un énorme loup, mais quand je dis énorme, c'est un loup qui est gros comme un taureau, qui veut bouffer la biche qu'elle avait repérée. Donc elle se dit, oh merde, certainement pas. Mais elle se dit, il est quand même vachement grand ce loup, est-ce que ça serait pas un fée? Oh, dans le doute, je le bute quand même. Donc elle bute le loup. Et bah oui, c'était un fée. Ce qui fait que quelques jours plus tard, il y a une grosse bête, un peu comme dans La Belle et la Bête, parce que c'est une réécriture aussi de La Belle et la Bête et de Tamerlane. J'ai plus le nom de ce conte-là. C'est la réécriture de 2 contes. Donc on a une grosse bébête un peu enragée qui vient péter la porte de la maison et demander qui c'est qui a tué le loup. Donc Fer finit par se dénoncer entre guillemets pour protéger sa famille. Et le deal, c'est qu'elle accompagne la grosse bête qui est un grand fée, donc un fée encore plus costaud, dans son royaume. Elle va vivre là-bas et sa famille sera à l'abri du besoin. Au fur et à mesure en fait des romans, on se rend compte que c'est un peu le bordel aussi chez les fées. Il y a plusieurs cours, c'est une dictature en fait chez les fées. Et elle tombe en fait dans un monde qu'elle ne maîtrise pas du tout. Et comme toute bonne héroïne de romantaisie, elle est complètement idiote et court plein de risques pour rien. Et j'ai eu du mal à rentrer dedans, mais ça se laisse lire quand même parce que c'est assez facile, c'est pas une lecture qui est exigeante. Mais j'ai trouvé ça un peu en carton, si vous voulez. On va passer à un livre qui m'a énervée. J'en avais déjà parlé pendant 1 heure, je vais être plus brève. C'est Jamais plus de Colleen Hoover. C'est le premier livre d'une duologie parce qu'il y a Jamais plus et ensuite À tout jamais, où on a une jeune femme, Lily, qui monte dans une grande ville avec le projet d'ouvrir un magasin de fleurs. Et elle rencontre un jour sur un toit un mec un peu mystérieux, beau gosse, compagnie, où il y a une attirance immédiate et ils fricotent un petit peu sur le toit. Ils se perdent de vue et ils vont se retrouver plusieurs fois jusqu'à sortir ensemble, tomber amoureux, se marier, et jusqu'à ce qu'il y ait des violences conjugales. Et si vous voulez, Lily, c'est la fille d'un homme qui était violent, qui est décédé. En fait, Lily, elle s'est toujours promis de ne jamais être avec un homme qui la battrait. Que si elle recevait un coup, elle partirait. Sauf que là, elle tombe sur un gars qui est ultra manipulateur. Il est neurochirurgien, donc il a du fric, il a des relations, il est puissant. Et il est ultra contrôlant, il est ultra jaloux. Et le truc que j'ai pas du tout aimé dans cette histoire, c'est... Bon déjà, je trouve que le Ryle, qui est son mari, parce qu'on est dans une romance, hein, il est presque caricatural en fait, dans ce côté très contrôlant, très
très... Enfin, c'est un mauvais, quoi. C'est un espèce de Christian Grey, peut-être en pire. J'ai pas lu, moi, 50 nuances de Grey, j'ai pas envie. J'ai pas envie de les voir non plus. Je vais m'épargner ça. Et ce mec-là, en fait, une fois que Lily va finir par se barrer, il a toujours un ascendant sur elle. Et jamais il ne va être puni pour ce qu'il a fait, à part le divorce. À part le divorce, il n'y a aucune punition pour tout ça. Et ce qui m'a beaucoup gênée, c'est que, en fait, sous forme de flashback, parce que Lily a retrouvé des carnets qui lui appartenaient, un peu des journaux intimes, où elle racontait, la Lily adolescente, la rencontre avec Atlas, qui était un jeune un peu plus âgé qu'elle, qui squattait la maison des voisins. Et là, il s'est développé une très jolie relation qui est devenue une relation amoureuse, jusqu'à ce que ça s'arrête parce qu'il était jeune aussi, et pour diverses raisons, là, j'ai pas envie de vous spoiler. Et toute cette très jolie première histoire d'amour sert de prétexte à attiser la fureur de Ryle, qui en fout littéralement plein la tronche à Lily dès qu'il entend parler d'Atlas, qui tombe sur les carnets, des trucs comme ça. Il est ultra jaloux de lui, de ce mec-là, qui au début n'existe pas, parce que Atlas est dans la même ville, donc Lily va tomber dessus. Et il est jaloux pour rien. Il est jaloux pour quelque chose qui est passé, et il est jaloux pour quelque chose qui va arriver. Mais ça, il n'est pas devin non plus. Et si vous voulez, c'était en quelque sorte, au niveau de cette écriture, c'était un peu venir salir cette très jolie première histoire d'amour de Lily et d'Atlas pour qu'elle serve de punching ball pour Ryle. Et j'ai vachement eu de mal avec ça. Et je pense très profondément que c'est pas très bien écrit, le style il est pas foufou non plus, c'est mieux que Sarah J. Maas, mais c'est pas foufou. Et je comprends pas du tout la hype, et c'est pas... Moi ça m'a dégoûté, sérieusement. On va finir sur une note plus positive et avec moins de colère. Et deuxième livre pour enfants, c'est Pinocchio de Collodi. Alors c'est pas un livre que j'ai lu avec mes yeux, mais avec mes oreilles. Donc je l'ai écouté en livre audio l'été dernier, je pense. Et vous devez connaître l'histoire du coup de Pinocchio. C'est Geppetto, qui est un menuisier, qui fabrique un jour avec un morceau de bois un pantin qui va s'animer, qui va rire, qui va pleurer, qui va agir comme un enfant. Il va l'appeler Pinocchio, et en fait cet enfant de bois va faire un peu les 400 coups et être au centre de toutes les attentions de Geppetto, qui a toujours voulu avoir un enfant. Et on a un enfant qui ne comprend pas trop qu'on lui pose des règles, parce que c'est très très moralisateur Pinocchio, c'est pour ça qu'à un moment je pouvais plus. Parce que ça répète un peu constamment écoute ton papa, travaille à l'école et fais pas des bêtises, en gros. Et je crois que c'est le côté très moralisateur qui était assez constamment matraqué, qui m'a un peu gonflé. Je pense que c'est un bouquin qui est assez mal vieilli. N'hésitez pas à me le dire si vous l'avez lu. C'est assez éloigné de ce que j'ai pu lire du Pinocchio de Disney, parce que Disney, ils enjolivent beaucoup les matériaux dont ils s'inspirent. Et ouais, franchement, j'ai pas accroché à Pinocchio. J'ai pas accroché à Pinocchio du tout. Donc n'hésitez pas à me dire, c'est quoi vous ces bouquins que vous n'avez pas aimés, que vous avez abandonnés, ou des livres que vous avez voulu tester, en fait c'était pas pour vous parce que c'est pas le bon genre littéraire, parce que le style vous plaisait pas, parce que le scénario ne vous convenait pas, ou les personnages vous sortaient par les yeux. Quels sont ces bouquins-là qui ne vous ont pas plu, et pourquoi? Parce que le pourquoi il est intéressant. Surtout, je pense, pour ceux qui veulent écrire ou ceux qui écrivent déjà. Qu'est-ce qui ne vous a pas plu dans ce que vous avez lu? Parce que moi, clairement, par exemple, pour After, par exemple, moi, je suis même à me dire, en toute
en toute humilité, que je pourrais écrire quelque chose en partant d'une jeune fille innocente, d'un garçon qui l'est beaucoup moins, mais qui a des traumas, elle aussi elle en a un. Mais le traiter autrement. Parce que Hardin, c'est un personnage que j'aimais bien. Mais jusqu'à ce qu'il me sorte par les yeux au deuxième bouquin, elle a commencé à mettre une alternance de points de vue qui n'existait pas dans le premier. Donc on a eu des points de vue d'Hardin et en fait je peux pas le blairer. Je peux pas être dans sa tête, il est trop con. Mais Tessa est très conne aussi. Ouais, Léa Cottard non plus. Le Jamais plus, pareil, je pense que c'est l'angle, la manière dont ça a été fait. Parce que oui, moi je suis complètement ok que s'il y a des gens qui font des choses affreuses dans des bouquins, c'est pas obligé, entre guillemets, qu'ils soient punis par rapport à ça. Parce que dans Game of Thrones, il y a plein de gens qui font des choses affreuses et qui ne sont pas punis, voire au contraire qui sont récompensés de leurs trucs affreuses. Mais Jamais plus, je crois qu'il y avait un espèce de message derrière ça, quelque chose que j'ai interprété comme une banalisation des violences conjugales qui m'est clairement resté en travers de la gorge. Et Pinocchio, moi je pensais que ça allait être beaucoup plus conte, etc. J'ai pas adhéré, pas aimé. À Cottard, c'est peut-être le bouquin où je suis un peu plus rentrée dedans. Ou peut-être Jamais plus, la première moitié. Mais la dernière moitié, franchement, j'ai enchaîné en fait directement avec la suite qui est vraiment... C'est comme si à la fin de la lecture de Jamais plus, j'étais une plaie à vif et que à tout jamais venait me mettre un petit peu de pommade et me guérir derrière. Et je pense pas pourtant que je me sois tant que ça identifiée à Lily, qui est assez lisse comme personnage. Je me suis pas non plus franchement identifiée à Ryle que je peux pas blairer. J'ai une certaine affection pour Atlas, donc le premier amoureux de Lily, mais je pense qu'il y a un angle qui me plaît pas du tout là-dedans, et surtout la question du lectorat de Jamais plus. Qui lit ça? Parce que les petites cocottes de TikTok, elles sont collégiennes. Donc une banalisation des violences conjugales avec beaucoup de lecteurs très mineurs, ça me pose question. Hein. Donc si vous êtes des parents, vous faites très attention pour À Cottard, donc Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas ou Jamais plus de Colleen Hoover. Il y a des scènes sexuelles pas bien écrites. C'est hyper tordu du côté de Sarah J. Maas, mais aussi du côté de Colleen Hoover. Colleen Hoover, ça va être plus tordu du côté psychologique, alors que Sarah J. Maas, ça va être plus du côté sexuel, si vous voulez. Et puis, enfin, pervers, quoi, dégueu, sous la montagne, Berk. Mais peut-être que je suis prude, hein, après tout. On sait pas. Et ben moi qui voulais faire un truc, quelque chose de court, je pense que les prochaines vidéos que je ferai pour le mercredi, là je me suis dit ça y est, je vais les lire, parce que je vais pas tarder à finir dimanche Orgueil et préjugés sera fini de Jane Austen, et je me suis dit tiens, je vais lire Juvenilia, donc ses toutes premières œuvres de jeunesse quand elle était adolescente, Sanditon qui est un roman posthume inachevé, et aussi Lady Susan qui est, je crois, un ou deux romans épistolaires. Il me semble qu'il y en a deux. Et du coup, j'ai envie de vous faire une vidéo sur ces livres qui sont quand même relativement courts. Je pense qu'il y a carrément moyen que je les ai finis pour la semaine prochaine. Je me suis fait une petite pile de bouquins pour un autre 7 jours, 7 livres, à voir en combien de mois je l'ai fait. Plutôt adolescent, plutôt fantasy. Et je me suis fait une autre pile de livres, peut-être pour faire un petit marathon de lecture un week-end, où là on est plutôt sur de la romance, à la fois de la romance historique ou de la romance contemporaine, feel good d'aujourd'hui, des trucs plus légers, plus doux. Voilà, puis j'ai envie d'aller me promener dans des genres que je connais pas trop, genre la dystopie ou l'utopie, des trucs comme ça. À voir. Donc j'ai quelques idées, mais là j'ai très sincèrement la sensation d'être en retard. Mais j'ai toujours des idées, ne vous inquiétez pas.
J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire, même par exemple si vous voulez me proposer quelques titres, des choses à lire ou à ne pas lire, n'hésitez pas. Et à tout bientôt. Lisez tout plein, rêvez tout grand. Salut! Passez un très bon mercredi.